Il est midi, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre édition de la mi-journée. Les titres. En République démocratique du Congo, l'ONU se prépare à envoyer les premiers éléments de sa brigade d'intervention dans le Nord Kivu. Objectif, neutraliser les groupes armés qui sévissent dans l'Est du pays. Sport, Bayern de Munich, FC Barcelone et Dortmund contre Real Madrid. Telles sont les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions dont le tirage au sort vient d'avoir lieu en Suisse au siège de l'UEFA. Les détails dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans Afrique Midi. Nous commençons avec le Burkina Faso, formation des journalistes, des hommes de médias venus du Mali, du Niger et ceux du Burkina Faso ont pu approfondir leurs connaissances dans le cadre des reportages en temps de guerre, une formation qui intervient avec la crise qui secoue le Mali. Les genres journalistiques, les techniques d'interview et la situation qui prévaut dans la sous-région ouest-africaine ont fait l'objet d'un atelier qui a réuni une vingtaine de journalistes du Mali, du Niger et du Burkina Faso. On a aussi échangé par rapport à la pratique même du métier, notamment celui de reporter de guerre, ce que cela sous-entend. Et aussi, on a pu entendre un expert du Haut Conseil islamique du Mali sur les mauvaises interprétations des lois islamiques dans le Nord Mali, sur la radicalisation de l'islam dans la sous-région, les moyens à mettre en œuvre pour éviter la contagion. Le but étant de leur donner l'opportunité de se recycler, mais aussi de mieux comprendre l'origine et l'évolution de la crise Touareg. Cette rencontre de 48 heures aura permis à deux de leurs confrères de partager avec eux les expériences qu'ils ont vécues au Darfour et au Niger. Nous sommes très satisfaits vu la pertinence des thèmes développés au cours de ces 2 jours de travaux. Et une fois à la maison, nous ferons tout pour restituer ce que nous avons eu lors de ces 2 jours de formation. Nous avons été outillés sur les enjeux de la crise au Mali. Mais au-delà des enjeux même déjà, c'est la définition, la confusion qu'il y a entre la notion de l'islam et du terrorisme qui nous ont été explicités. Conscient que les enjeux de la crise dans le Nord Mali ne concernent pas uniquement que ce pays, mais touchent toute la bande sahélo-sahélienne, les participants ont recommandé la mise en place d'un réseau de journalistes pour la promotion de la paix et la lutte contre le terrorisme. Des recommandations qui devront prendre également en compte le renforcement de leurs capacités sur les mécanismes de lutte contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier, ainsi qu'une meilleure implication des médias dans la prévention et la gestion des conflits dans la sous-région. Paris a commencé à retirer ses troupes du Mali, un retrait encore symbolique. 120 parachutistes envoyés en urgence fin janvier sont rentrés en France hier. Et c'est hier même que l'armée française a remis les clés de la ville de Tombouctou aux soldats burkinabés. Je le disais en titre, dans quelques jours, l'ONU va envoyer les premiers éléments de sa brigade d'intervention dans le Nord Kivu. Cette mission aura pour objectif de neutraliser les groupes armés qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Principale visée, le M23, le mouvement rebelle promet une catastrophe humanitaire. La rébellion du M23 mobilise dans l'est de la République démocratique du Congo. Son président en personne vient haranguer les foules rassemblées pour l'occasion, comme ici, à Kichanga. Le but, dénoncer la création par l'ONU d'une brigade d'intervention chargée de lutter contre les groupes armés. Kabila prétend que ses forces venues de l'étranger chasseront d'ici le M23. Ce qu'il veut en fait, c'est vendre notre pays et tout son patrimoine aux Blancs. C'est ça son objectif. Dans une lettre ouverte, le M23 menace l'ONU d'une catastrophe humanitaire dans cette région en cas d'intervention, car la rébellion n'a pas l'intention de se laisser faire. Il s'agit cette fois-là d'une guerre planifiée, donc d'une catastrophe humanitaire à venir, toute planifiée par les instances les plus importantes des Nations Unies. Et nous avons pensé également qu'il était normal que
que les agences humanitaires des Nations Unies se préparent aussi en conséquence pour soulager la misère du peuple. Malgré ces menaces voilées, l'ONU maintient sa volonté d'intervenir et connaît parfaitement la situation sur le terrain. Nous ne sommes pas dictés ou régis par forcément les avis des uns des autres, notamment les avis des groupes armés qui sont eux-mêmes à la base de cette insécurité. La situation humanitaire dans cette région est déjà catastrophique. La multiplication des groupes armés, les interventions étrangères et l'indiscipline de l'armée congolaise suffisent à martyriser les populations civiles. Partons en Côte d'Ivoire pour parler de réconciliation, dialogue avec les exilés. 2 ans après la crise post-électorale dans le pays, les autorités ivoiriennes ont procédé à des libérations de prisonniers. De nombreux réfugiés ont regagné le pays qu'ils avaient quitté. Le retour d'une vingtaine de militaires en juillet 2011 en provenance du Ghana. Les plus connus, Boniface Conan et Zouan Honoré. Le gouvernement s'engage à leur assurer la sécurité, la liberté de mouvement, la liberté de retrouver leurs familles respectives, la possibilité de retrouver leur métier d'armes et qu'ils ne soient pas soumis à une persécution. En novembre 2011, certainement pour faire d'une pierre deux coups, décrisper l'atmosphère d'une part et inviter l'opposition à prendre part aux législatives de 2011 d'autre part, une vingtaine de probabos détenus dans les prisons du Nord bénéficient d'une liberté provisoire. On peut citer parmi eux Daniel Boni-Clavry, Kone Boubacar, Niamien Yao, pour ne citer que ceux-là. En avril 2012, Cabra Apia, Mel Egg et Henriette Lagou rentrent de l'exil ghanéen. Ces personnalités proches de l'ancien régime répondaient ainsi à l'appel du président Alassane Ouattara qui demande aux exilés qui n'ont rien à se reprocher de rentrer dans leur pays et que rien ne leur arrivera. Le dernier geste de décrispation, la liberté provisoire pour 8 probabos en fin d'année, décembre 2012. Je voudrais également supplier le gouvernement pour qu'il pense à élargir toutes celles et tous ceux qui sont encore privés de liberté. Les libertés provisoires accordées et les retours d'exil organisés à des moments de décrispation seront-ils suffisants pour que le Front populaire ivoirien rentre pleinement dans le jeu politique ivoirien? Actualité au Gabon, la mission Mo Ibrahim à Libreville a été reçue hier par le bureau de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption. Nathalie Delapalme, directeur de la recherche et des politiques publiques pour la Fondation Mo Ibrahim, ne s'est pas confiée à la presse à l'issue de la séance de travail qu'elle a eue avec les responsables de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption. Mais pour rappel, sa visite au Gabon intervient 5 mois après le dernier rapport de la Fondation Mo Ibrahim, dont l'indice 2012 de la gouvernance en Afrique place le Gabon à la 22e place sur les 52 États du continent. La représentante de Mo Ibrahim, dont la Fondation a pour mission d'inciter à une meilleure gouvernance en Afrique, a souhaité simplement s'imprégner du fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption avant de quitter le Gabon. C'est une visite utile en termes d'échange de bons procédés, pense-t-on ici. Dans l'échange d'informations, dans l'échange des index, dans l'échange de la documentation, ils peuvent susciter ce regain de leadership et de bonne gouvernance qui doit animer les dirigeants de nos différents États à améliorer le quotidien de leurs concitoyens. La Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption au Gabon, qui fête en mai prochain ses 10 ans d'existence, peine à boucler ses enquêtes, sans doute à cause des pesanteurs politiques, mais se réjouit que le Gabon soit sorti de la zone de corruption endémique pour une zone de progression vers l'intégrité. Une perquisition a eu lieu hier au domicile parisien de Ziad Takidine après avoir donné des informations sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par Mohamed Kadhafi en 2007. L'homme d'affaires franco-libanais va plus loin. Dans une interview, il accuse le président sortant et l'ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre de l'Intérieur, d'avoir perçu des financements occultes du Qatar lors de l'affaire des infirmières bulgares détenu en Libye. On écoute ici Ziad Takidine et la réaction de Claude Guéant. Les 300 n'ont pas été envoyés.
d'accord, les 300 n'ont pas été envoyés. Ils ont été payés autrement à travers le Qatar pour finir dans les poches de Guéant et de Sarkozy. Je peux vous dire une chose, que le Qatar va avoir beaucoup de peine à prouver que les 300 millions ont été payés à la Libye et va avoir beaucoup de peine à pouvoir prouver le contraire de ce qui va être dans leur visage quand ils vont savoir que les traces de ce qu'ils ont envoyé à Lugano en Suisse et à travers le Crédit Agricole au Qatar va être continuellement cachée. La réponse est nette. Et personnellement, monsieur, je vous regarde dans les yeux. Je peux vous dire que je connais très bien où se trouve tout ça et je connais très bien quand et comment ça va sortir. Ok. Alors, donc il y a des preuves, juste pour clarifier, que je comprends, que le Qatar n'a donc pas payé ces 300 millions à la Libye, qu'il les a payés à travers des comptes en Suisse et tout ça. À qui? À Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy. Oui, totalement. Et ce qui est dit là est profondément scandaleux et choquant. C'est inadmissible de tenir des propos comme ça. Inadmissible. L'artisanat camerounais veut sortir du bois et s'exporter au même titre que d'autres produits pour participer au processus de développement en Afrique. C'est déjà le cas dans certains pays et pour que le Cameroun en arrive là, il faut opérer la migration de ce secteur de l'informel vers le formel. Que cette belle image d'Européens en quête du trésor culturel du Cameroun ne vous trompe pas, car de l'aveu du président de l'artisanat de Yaoundé à Tinga, les produits de l'art camerounais ne s'exportent pas facilement, en souvenir d'un séjour au pays. Au niveau de sortie, on dérange les clients à l'aéroport. Ils achètent un masque, un larc camerounais, et quand ils sortent, on l'empêche de sortir avec. Allez-y à Simalin, faites-y un tour, vous allez voir beaucoup d'objets qui sont abandonnés. Vous achetez une petite pièce, on vous demande de payer 10 000, quelque chose qui vous a coûté 2 000 francs. Et pourtant, dans la chaîne de développement, l'activité procure déjà de l'emploi. Il y a 3 emplois, le vendeur, le fabricant et celui qui polit le bois. Ça fait déjà une chaîne de 3 personnes. Mais une activité dont le chiffre d'affaires est difficilement maîtrisable. La raison est simple, l'activité baigne encore dans l'informel. Cependant, sa migration vers le formel est déjà pensée. Pour le moment, le ministère est en train d'organiser tout le secteur artisanal pour voir la manière d'inclure toutes les activités artisanales dans les statistiques de l'État. Là, on aura exactement le chiffre, le montant de secteur artisanal qui entre dans l'économie du pays camerounais. C'est peut-être la voie de sortie d'une activité qui participe pourtant bien dans la structure de développement dans plusieurs pays africains. Le Cameroun attend encore son tour. Sport, football pour finir cette édition. Le tirage au sort des demi-finales des Coupes européennes s'est déroulé ce matin à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA. En Ligue des Champions, les demi-finales mettront en prise Barcelone et Munich d'une part et de l'autre côté Dortmund et Madrid. Le commentaire de Aminata Mariko. Benfica. L'UEFA a effectué dans un suspense total la composition des poules pour les demi-finales des Coupes européennes. L'ancienne star néerlandaise Ruud van Nistelrooy, qui procédait au tirage, a donc préservé les chances de Chelsea, grand favori tenant du titre en Ligue des Champions, reversé en Europa League. Premier tiré, le Fenerbahçe qui sera face au FC Benfica le 25 avril prochain, pendant que le FC Bâle sera l'hôte du club anglais de Chelsea avec match retour le 2 mai. Pour le tirage au sort de lors de la finale, le vainqueur du duel Fenerbahçe-Benfica sera l'équipe hôte de la finale et s'installera dans le vestiaire de l'Ajax d'Amsterdam. Quant au tirage tant attendu, la première demi-finale de la Ligue des Champions verra l'explication entre les Allemands du FC Bayern de Munich et le FC Barcelone d'Espagne. Un derby contre un des deux monstres d'Espagne pour une revanche des défaites contre la Roja en finale de l'Euro 2008 et en demi-finale du Mondial 2010. L'autre demi-finale opposera le Borussia Dortmund au Real Madrid avec match retour à Bernabeu. Deux équipes qui étaient dans le même groupe au premier tour. Lointain dauphin du Bayern Munich en Bundesliga cette saison, le Borussia Dortmund, petit poussé de l'épreuve, aura son mot à dire en demi-finale face au Madrilène super favori. Ces deux demi-finales auront lieu les 23 et 24 avril pour le match aller, 30 avril et 1er mai pour le retour. La grande finale se déroulera le samedi 25 mai prochain à Wembley.
Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.